et téléspectatrices. Vous êtes un peu engourdi, c'est le froid, c'est les intempéries? Non, ça non, va? non, mais peut-être que le week-end veut... Ça annonce bien. Ça annonce bien. Si on peut le dire ainsi. Oui. Daniel Kaintogla, enseignant de philosophie, bonsoir. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, nous allons commencer par nous avons 2 sujets au menu ce soir, ou peut-être 3. La journée africaine des frontières, une problématique toujours aussi importante pour la gestion des espaces frontaliers, l'ouverture des marchés, des nouveaux marchés, le début d'une nouvelle ère, parce que vous le savez, à partir de demain, à commencer par le marché Kadiaoun, ces nouveaux écrins vont être lancés. Nous allons peut-être finir, puisqu'il y a des sportifs sur ce plateau, finir par parler de cette séquence de l'équipe nationale, ces 2 matchs, ces 2 éliminatoires où nous avons pris les 3 points à chaque fois. Nous allons commencer peut-être, Nicolas Soupetin, par ces nouveaux marchés. Beaucoup de commerçants, en tout cas les pratiquants de ces marchés, peuvent dire enfin, puisque dès demain, à commencer par le marché de Kadiaoun, les occupants vont s'installer, le tirage au sort a été fait. On peut dire que ces infrastructures enfin pourront servir et rentrer, on va dire, en griffe en consommation, puisque c'est des produits de consommation qu'on y va. Oui, d'abord, avant de répondre d'intervenir, je voudrais souhaiter une très belle fête de Tabaski à nos frères et sœurs musulmans par anticipation. Et puisque le sujet que nous abordons aussi est un sujet qui... ça, c'est pour qui c'est intéressant, c'est pour qui tient compte de vous le dimanche. Oui, justement. Mais bon, et donc, la fête sera alors très très belle parce qu'effectivement, les marchés vont commencer demain. Leur fonctionnement, ce sont de beaux marchés construits par le gouvernement béninois sur presque toute l'étendue du territoire parce que depuis très longtemps, on a vu ces chantiers évoluer, on attendait ce jour-là, ce jour J, où on va assister donc aux premiers marchands qui vont rentrer dans ces marchés. L'attente a été longue, mais finalement c'est de la réalité, c'est du concret désormais. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la beauté de ces infrastructures. C'est, en tout cas, l'investissement qui a été fait. Je pense que c'est de haute qualité qui a été construit pour nos chères mamans, nos chers commerçants et commerçantes. Je pense que on ne peut que dire merci. On dit chère maman, il y a des hommes aussi qui vendent. Oui, en tout cas, j'ai parlé des commerçants et commerçantes. Voilà. Okay. Donc, on est tous invités à aller faire nos omelettes dans ces marchés-là. Ah bon, carrément. Donc, pour véritablement encourager le gouvernement à davantage penser à d'autres régions de marché de ce standing-là. Et je crois que le projet qui était en vue, c'était que bon, je ne sais pas si on est toujours dans cette dynamique, puisqu'il y a eu la rumeur selon laquelle le marché de Dantokwa sera délocalisé. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, le marché de Gros est en train d'être construit à Kassato. Voilà, donc, en tout cas, bonne chance à ceux qui seront sur ces marchés-là à partir de demain. Et on espère que ce sera véritablement des marchés qui seront fréquentés, puisqu'il y a des considérations traditionnelles qui interviennent. On en parlera peut-être. Oui, bon, on n'est pas très outillés pour parler des considérations traditionnelles. Oui, l'ouverture des marchés désormais est une réalité. Puis ça nous interpelle tous parce que le marché, dans la conception du commun de Montel, en fait, dans la tradition, est un lieu où plusieurs personnes viennent justement non seulement vendre, mais c'est aussi un brassage culturel. Et là, vous savez, dans l'histoire et dans le passé des peuples, c'est à travers surtout les marchés que des liens se lient et se délient. Et là, le gouvernement est dans une très bonne dynamique parce que depuis un certain moment, nous voyons un peu l'image de nos marchés qui ne donnent pas la sécurité, qui ne permet pas aux uns et aux autres de vivre dans un certain confort.
Et puis aussi, les marchés dont on dispose aussi n'ont pas les infrastructures ne permettent pas de contenir la population, ceux qui font réellement le commerce et les clients. Aujourd'hui, le gouvernement a travaillé, a étudié tous ces paramètres-là et a pu intégrer ces paramètres dans la construction de nouveaux marchés. Aujourd'hui, au fait, les marchés doivent être forcément des poumons, des leviers de l'économie béninoise. Et là, dans cette dynamique-là, le gouvernement a très bien su faire les choses en déconcentrant le marché. Parce que c'est ça qui est très important. Et surtout, nous allons aussi vers la spécialisation des marchés. C'est-à-dire que dans le style traditionnel, cette spécialisation existait. Mais le confort, la sécurisation ne répondait véritablement pas. Aujourd'hui, avec la spécialisation et cette déconcentration, la population doit pouvoir, les clients doivent pouvoir avoir une cartographie bien repartie au niveau du territoire et savoir à quel marché se rendre. Maintenant, la vraie problématique, c'est la gestion à bon escient de ces installations-là. Parce que nous devons, d'une manière ou d'une autre, travailler, sensibiliser les usagers de ces marchés-là. D'abord, à comment activer les dispositifs de sécurité. Lorsqu'il y a incendie, on doit apprendre à la bonne dame là où il faut se rendre pour utiliser les bonbonnes de gaz pour éteindre. Donc, il y a des réflexes, des automatismes que ceux qui auront la charge de gérer ces marchés-là, ils doivent pouvoir sensibiliser, organiser au fait de petites formations pour les bonnes dames du marché. Et aussi, pourquoi pas les clients aussi. Et là, le marché ne doit pas aussi être un lieu d'altercation, de bagarre. Le marché reste un lieu, d'une manière ou d'une autre, sacré entre parenthèses, parce que c'est là où la vie de l'homme, d'une manière ou d'une autre, se construit. Et donc, le gouvernement a très bien vu et on a apprécié même la forme architecturale, la sécurité avec laquelle les ingénieurs se sont mis à la tâche. Et là, ça fait énormément plaisir. Quand les touristes viendront, nos marchés seront aussi désormais des sites touristiques, puisque d'une manière ou d'une autre, je vous ai dit dans mes propos liminaires que le marché a une histoire et répond à une tradition donnée. Voilà. Votre avis sur la question? Oui, je voudrais abonder dans le même sens que M. Innocent Godonou pour dire que l'objectif principal pour lequel le gouvernement avait pensé la modernisation des marchés, c'est pour limiter les risques d'insécurité, la confusion parfois au niveau des marchandises et une certaine catégorisation des marchés qui oriente un peu les clients, les consommateurs à savoir où aller lorsqu'ils ont besoin de tel ou tel autre produit. Et c'est à saluer. Moi, ce qui m'intéresse dans cette modernisation, c'est l'aspect architectural, surtout la beauté architecturale, les dispositions, même dans la dimension, le positionnement et des étals. Et quand on voit ça, on sait que bon, nous allons de l'avant. On a dépassé un peu la version traditionnelle du marché où à tout moment des rendez-vous pouvaient avoir lieu sans... Maintenant, dans l'intervention de la directrice nationale de l'ANAGEM, Agence nationale de gestion des marchés, elle a eu à dire deux choses qui ont retenu mon attention. C'est qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour la sécurité, la haute sécurité de ces différents marchés-là. Et il paraît, dans leur dispositif, il y a une équipe de la journée, une équipe de la nuit. Et ça, c'est vraiment important parce que l'habitude que nous avons souvent, c'est que les marchés deviennent parfois des lieux de règlement de comptes entre en tout cas les bonnes dames qui s'y installent. Et non souvent ça, des nids parfois de développement des vices et des réseaux et de transition des produits illicites. Alors que quand on sait désormais que le marché est sous le contrôle d'une sécurité bien connue de tous là, je crois que même les individus qui ont ces velléités au vice, ils vont se calmer tout de suite. L'autre chose, c'est que la gestion du marché, côté environnemental, elle a précisé que les bonnes dames seront mises à contribution, c'est-à-dire chacun doit s'occuper de son étal,
Et avant de rentrer, il faut qu'il vide les lieux et débarrasse tout ce qui est les poubelles, voilà. Les poubelles, tout ce qui est ordures, tout ce qui est déchets, et les cycles de la journée, elles sont tenues. Bon, ils sont tenus, ceux qui sont appelés à être dans ces marchés-là sont tenus de les mettre à disposition pour que une équipe que le gouvernement dont le gouvernement a lancé le recrutement, je crois bien, des prestataires spécialisés pour conduire ces déchets-là à bon endroit où la gestion va être certainement faite. Donc, ce que je m'en vais dire, ajouter, c'est que dans tous les cas, ça va modifier un peu les habitudes et les comportements, parce que nous avons une manière classique et traditionnelle d'aller au marché, d'acheter des produits et de revenir. Désormais, nous allons vers une certaine, non seulement modernisation, mais une certaine organisation quand même rationnelle pour situer un peu les mouvements dans les différents marchés, et les gens doivent pouvoir quand même aller à cette école pour s'habituer à cette nouvelle dynamique-là des marchés au Bénin et sur tout le temps. Et je crois que vous avez dit dans votre introduction que c'est le marché de Kadian qui ouvre ses portes de demain, le 15 juin, et les 34 autres marchés modernisés vont suivre très, très, très prochainement, et nous souhaitons je vais dire bonne vente et bonne utilisation de ces espaces qui seront confiés à ceux qui en auront droit et qui ont été déjà tirés au sort. Non, est-ce que c'est un tirage au sort? Je crois que c'est un tirage au sort parce qu'il y a beaucoup pour couper court à toute soupçon, à tout soupçon. Voilà. Il faut préciser oui. La procédure, c'est que les places ont déjà été attribuées. Et pour parer à toute éventualité ou faire taire toutes les critiques, pour qu'on ne dise pas, par exemple, pourquoi Nicolas Sopetin est ici et pourquoi Innocent Godouno est là, c'est pour l'occupation maintenant au sein de l'entité qu'on a procédé devant tout le monde, devant tous les occupants, à un tirage au sort pour qu'il n'y ait pas puisque beaucoup d'informations ont été relayées comme quoi c'est l'occupation qui a été tirée au sort. Non, c'est la seconde phase. Dedans, l'occupation des étalages. Qui reste où? Puisque les postes, les postes ont été numérotés. Voilà. Ça soulève un certain nombre de problèmes au niveau de nos commerçants et commerçantes qui vont rester dans ces marchés-là. Déjà, nous avons une certaine pratique de vente. Et quand on parle de modernisation, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec cette façon de construire les marchés qu'on a eu à faire aujourd'hui, les pratiques-là ne vont pas cesser? Est-ce que je veux parler par exemple des vendeurs ambulants qui circulent, qui déambulent partout dans un marché, en tout cas, qui a une tradition chez nous. Est-ce que ce sera possible que ça se fasse? Puisqu'il y en a, par exemple, quand vous rentrez dans Tatopa, il y en a qui n'ont pas de place fixe et qui quand même viennent chercher le pain quotidien à ce niveau-là. Comment ça va se faire? Est-ce que on va interdire à ces gens-là de venir au marché? Alors que ceux qui ont eu droit à une place dans ces marchés-là ont aussi peut-être les mêmes marchandises. À ceux-là, on impute des taxes qui sont plus importantes que qu'à ceux qui sont des vendeurs ambulants. Alors, quel est le feeling de gestion de ces marchés-là pour que chacun puisse trouver au fait son compte? Parce qu'on risque au fait d'avoir des gens qui n'auront plus droit au marché et qu'on aura seulement des étalages, des gens qui ont leur place fixe et les clients viendront vers eux. Alors que de l'autre côté aussi, quand vous avez ces gens de marchands qui déambulent, ça participe de l'animation au fait du marché. Ça, c'est un problème. Maintenant, l'autre problème que moi je vois que ces marchés-là vont soulever, c'est aussi cette catégorisation dont parlaient les amis tout à l'heure. Vous voyez, quand vous rentrez, par exemple, vous allez par exemple dans le marché d'Antokpa, vous pouvez payer tout ce que vous voulez, peut-être dans un seul endroit. Alors, qu'on dise aujourd'hui qu'on catégorise,
Je ne sais pas si c'est le cas. Non, pour les marchés urbains, on ne parle pas encore de encore. catégorisation. Ah, dans Tokpa, ça c'est un cas particulier. Voilà. Dans Tokpa, c'est pas la même taille. C'est pas la même taille parce que voilà. On ne parle pas de dans Tokpa, on parle des marchés urbains. Et à ce qu'on sache, c'est ceux qui déjà occupaient le marché. qu'on a juste relocalisé. Par exemple, à Kadiaou, c'était une trentaine d'occupants qui avaient des places fixes. Il y a aussi une cinquantaine. Donc c'est les mêmes qu'on reprend et qu'on relocalise. Donc, il y a aussi ceux de Ganri. Ganri qui sont en train de construire. Oui, qui est marché à Ganri. Donc voilà. Si c'est le cas, donc je pense que ça veut dire que quand je vais dans le marché de Kadiaou, tous ceux qui vendaient là sont toujours là. Et donc je peux payer tout ce que je veux là en même temps. Moi je pensais que c'est la catégorisation qui a commencé en même temps. Sinon là ça soulevait un certain nombre de problèmes. Et à savoir que les longues distances à parcourir. Bon, de toute façon, je n'ai pas souvenance que, par exemple, au marché de Kadiaou, au marché même de Saint-Michel, qu'on y vende de la maroquinerie ou bien qu'on y vende, de toute façon, les marchés étaient déjà catégorisés par elles-mêmes. On ne vend pas tout à Kadiaou, on ne vendait pas tout à Kadiaou comme on vend tout à Tokpa. Ça c'est vrai. Ni à Ganri, on ne vendait pas tout. Voilà, exactement. Mais je pensais que ça concerne ceux qui sont à Dantokpa. Non, là on ne parle pas encore de Dantokpa, on parle des marchés urbains. Au fait, moi, c'est la beauté de ces infrastructures. Moi, je me demande si ça va être facile pour nous de nous inculquer cette moderne attitude à être plus propre. Puisque quand vous regardez même de loin la beauté de ces je ne sais pas si c'est les pratiques que nous avons d'habitude sont lesquelles pratiques? Non, parce que justement, quand vous même à Ganri, est-ce que vous trouvez dans les capacités d'être non, je voudrais dans mon intervention faire une sorte de sensibilisation pour dire que ces marchés-là, vu l'investissement, cela nécessite donc un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de comportements qui amènent à protéger l'environnement, qui amène à avoir des attitudes beaucoup plus saines et qui permettent une vie saine dans ces marchés-là. Voilà. Innocent Godonou, évidemment, ça oblige, puisque ce marché permet a permis une certaine amélioration du cadre de vie et d'exercice de leur métier. Maintenant, comme Nicolas Soukpétait le sujet, et les occupants et les gestionnaires seront mis à contribution pour garder, disons, les marchés, les marchés en l'état et en bonnes conditions. Oui, ça paraît évident. Déjà, il faut concevoir, il faut voir un peu l'idée qui a poussé les dirigeants à repenser en fait, l'architecture et aussi le mode de gestion, le mode d'animation des marchés. L'idée est tout à fait claire, c'est-à-dire j'occupe les lieux et je protège le lieu. Je fais de ce lieu-là un cadre de vie, un cadre d'épanouissement. Parce qu'il a été constaté que les anciens marchés, c'est-à-dire les gens se plaignent, il y a des dégâts écologiques. Il n'y a pas assez de comportements en fait, écolo qui protègent, il y a l'insécurité. Mais aujourd'hui, vu l'architecture et le confort que ces marchés-là donnent, ça amène l'individu ou bien ça amène l'usager de marché à repenser, à voir l'action qu'il pourrait véritablement mener pour être en phase avec la beauté dans laquelle il s'installe. Parce que aujourd'hui, comprenez, désormais ceux qui iront au marché pourront véritablement comprendre que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'il y a un paradigme désormais qui s'installe. Je contribue à la protection de l'environnement. J'achète de produits sains et je fais de la consommation saine aussi. Donc, là, il y a une certaine exploitation, il y a une certaine transformation de la conscience surtout de l'individu, de la conscience du citoyen. Vu le changement, parce que le changement de cadre appelle aussi un changement d'habitude. Là, par rapport à la question de Nicolas qui se demande quel sera l'avenir de ces marchés-là, vu le style traditionnel dans lequel ils avaient évolué avec les vendeurs à la criée, je pense que l'organisation de ces marchés-là amène déjà à régler définitivement ce problème. Parce que avant d'accéder à ces marchés-là, je pense qu'il y a d'abord
un protocole d'une manière ou d'une autre de sécurité qui va s'installer à l'entrée. Et là, ça va filtrer forcément les intrus qui viendront. Parce que les vendeurs à la criée ne payent pas les tasses. Ils viennent juste déstructurer le système qui est installé en place. Mais bon, faire une offre aussi. Oui, il faut offre aussi. Mais aujourd'hui, si nous partons du fait que l'usager du marché contribue au développement du marché, contribue aussi au développement, au paiement des fiscs, impôts, puisque l'État qui a investi des milliards s'attend forcément à une rentabilité. Et les vendeurs à la criée, d'une manière ou d'une autre, ne contribuent pas à rentabiliser les investissements. Il faut dire que c'est les gens qui payent aussi des tickets. Oui, je dis, s'il y a un dispositif de sécurité, ils ne se sont pas enregistrés. Non, pas du tout. Et là, nous avons dit qu'il y a un processus qui a conduit à l'attribution des numéros. Donc, s'il y a 30 commerçantes, ce sont 30 commerçants là qui vont occuper les lieux. Là, vous voyez que directement, l'intrus, celui qui vend à la criée, l'ambulant, n'a plus forcément sa place. Il a peut-être sa place dans la ville parce qu'il peut commercer valablement à la criée dans la ville. Donc, c'est pour vous dire que ce changement de décor, cette transformation de nos lieux de transactions financières, d'opérations commerciales, ce changement-là touche directement la conscience de l'individu. Nous avons parlé aussi de l'écologie. C'est un aspect très important. Parce qu'avant, quand les bonnes dames utilisaient les lieux, ils s'attendent à ce que d'autres agents viennent s'occuper du ménage. Avec le protocole des attitudes, au fait, des attitudes, des actions qu'il faut mener, c'est-à-dire à la fin de chaque activité journalière, le commerçant est obligé de vider les poubelles. Je pense que là, il y a un impact positif sur le plan écologique. Et en le faisant, il va inculquer ça à la maison parce que l'objectif, c'est que vous voyez comment nos bonnes dames fonctionnent. C'est-à-dire on amène les enfants ou bien on amène les enfants qui sont placés à comprendre un peu le système dans lequel ils évoluent et on perpétue cette valeur-là. Et donc là, je pense que... Ça peut être source de bonnes pratiques. Oui, voilà. Merci. Non, pour ajouter rapidement, pour finir, c'est que ce que Nicolas Socratin disait, c'est un problème sérieux, mais le problème se règle de lui-même parce que le dispositif sécuritaire, je crois que c'est à l'entrée du marché, aux alentours du marché et à l'intérieur du marché. Et donc, les commerçants ambulants, ils n'ont pas le choix que de ne pas investir les lieux alors qu'ils n'ont pas l'autorisation bien... Avant de pouvoir infiltrer les dispositifs sécuritaires, c'est qu'ils ont déjà rempli les formalités. Et puis l'autre chose que nous vivons souvent dans les marchés traditionnels, c'est quoi? C'est que ces marchands ambulants, bon, ils n'ont de responsabilité vis-à-vis de personne. Et puis désormais, je crois que la volonté de restructurer nos marchés, de réorganiser nos marchés là, c'est de pouvoir définir qui fait quoi, où et comment. Et dans cette dynamique, on ne peut plus permettre aux gens qui ne sont pas identifiables, qu'on ne peut pas identifier en tant que tels pour répondre de quoi lorsqu'il s'agit des questions relatives au marché, à la gestion du marché, à l'organisation, on ne sait pas à qui s'adresser, on va leur permettre de circuler. Encore, je crois qu'il y aura une contradiction entre l'objectif fixé et ce qui... Donc, bon, on n'a pas le choix. Et ils n'ont pas le choix aussi que de se conformer bien, de trouver un autre système pour reclasser, comme vous le dites là, ou bien aider ceux-là aussi à trouver quand même des espaces d'exercice de leur métier, parce que dans tous les cas, ils y gagnent pour quand même faire chaud là. Un autre problème, moi je pense aussi, c'est c'est cette façon d'animer désormais un marché. Bon, heureusement, on verra comment le marché va s'animer. Heureusement, on a parlé des marchés urbains, et ça c'est... L'expression me paraît plus justifiée. Donc pas aussi un marché urbain, mais c'est une autre non, mais ça s'anime à la manière traditionnelle, à la manière traditionnelle comme dans nos villages, pratiquement. Mon problème, c'est qu'il va avoir un petit souci. Et c'est quoi? On n'est pas perméable à la modernité? Non, mais je suis d'accord. Moi, je ne suis pas aussi conservateur qu'on pourrait le penser, mais le problème, c'est que vous voyez, je vais vous donner un exemple de marché, celui construit à Batois, là, non loin de Topolibi, là. Vous voyez, ce marché, moi, chaque fois quand je passe par là,
et je vois la qualité de l'infrastructure, je me demande, la première question qui me vient à l'esprit, qui seront les clients de ce marché-là? C'est-à-dire que... Les mêmes acheteurs. Les réfractaires. Non, mais les réfractaires à la modernité. Excusez-moi, c'est-à-dire que... Je dis, les gens vont voir ce marché-là, où ils sont presque sûrs d'avoir les mêmes marchandises qu'à Tokpa, mais ils vont laisser là et aller à Tokpa. Bon, parce que justement, les bonnes dames qui vont intervenir là auront tendance même eux-mêmes là à voir la qualité la beauté de là où se trouvent, à faire en sorte même que à ne pas respecter les prix. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'on définira. Excusez-moi, moi je finis. On a comme l'impression qu'on peut on va définir les types de clients qui vont venir au fait. Non, en fait, et ce que Nicolas veut dire, bon, c'est pas. Laissez-le finir. C'est mon idée. Là, vous allez là, c'est que. Non, au fait, je pense que il y a une attitude. Vous avez peur d'être refoulé? Non, j'ai peur d'être refoulé. La beauté du cadre va influencer, va renforcer aussi le pouvoir d'achat. Le rapport qualité-prix. L'aspect que justement, et la majorité des gens, des clients, peuvent être tentés de laisser ce cadre-là et aller porter vers quelque part où on estime que, vu là où comment c'est là, le prix ne sera peut-être pas les mêmes. Bon, et que il y a ce risque de mévente alors qui va s'installer au niveau de ceux qui vont s'installer dans ces différents marchés. Moi, je pense qu'il va falloir aussi mettre à contribution tout le monde à ce que ceux qui vont intervenir en tant que marchands ou marchands dans ces marchés-là aient une certaine objectivité des prix. Qu'ils ne pensent pas... C'est vrai que c'est sûr, puisque c'est une structure publique. L'État aussi doit être regardant à savoir que si vous surtassez ces gens-là à cause de la beauté du cadre, et là, les gens seront obligés d'augmenter les prix des marchandises, ce qui va faire fuir la clientèle qui pourrait les aider à avoir beaucoup pour le flux de clients qu'ils devraient avoir, et on serait porté vers d'autres lieux de vente au lieu d'aller là naturellement et de pouvoir faire en sorte que le marché soit véritablement animé. Oui. Pour que les bonnes dames se réjouissent de ce que l'État a bien pensé de les aider. Oui. En même temps, si tous les marchés urbains sont naturellement ce que je dis. Pardon? Si tous les marchés se conforment, je ne sais pas où. Mais je sais. Vous voyez, à quelque chose, le malheur sera bon parce que, au fait, les marchés des quartiers là vont plus s'animer désormais. Je ne sais pas faire, en fait. Oui. Bon, ce que Nicolas voulait dire, je crois que j'ai compris finalement. Mais il ne faut pas quand même laisser croire que le Béninois n'aime pas un cadre. Non, il n'a pas dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. C'est la tendance que je voulais dénoncer. Mais finalement, j'ai compris sa préoccupation. C'est-à-dire, mais je crois que le gouvernement, l'État central qui a pensé ce système-là de réorganisation de marché a bien mûri à la base et sait connaître bien notre pratique. Et sait comment trouver des solutions pour que on ne se retrouve pas entre... se prendre en selfie là-bas. Non, s'il vous plaît, la préoccupation de M. Nicolas Soukouté est très bien fondée. Quand on fait la comparaison entre Dantokpa et le marché Saint-Michel, moi un jour... Oui, c'est pas la même clientèle. C'est pas la même clientèle, mais le rapport qualité-prix c'est différent. Si l'érection de ces marchés-là est une bonne chose, une autre est que le prix doit être à la portée de la bourse. Parce que si le prix n'est pas à la portée de la bourse du client, il sera obligé d'aller vers les endroits où c'est moins cher. Parce que c'est déjà dans le subconscient, bien dans la conscience, que quand c'est trop beau, forcément on aura à débourser de l'argent. Donc on appelle certainement à une certaine rationalité, une rationalité dans la fixation des prix, que les bonnes dames ne voient pas que nous étions dans une condition et là on a amélioré notre condition, et puis les taxes qu'on nous fixe, il faut quand même qu'on puisse payer, et là ça va agir forcément sur la tarification. Donc là où peut-être on va demander à l'État d'intervenir, d'arbitrer
pour que les prix fixés puissent être à la portée. Non, en fait, voilà, aussi. Voilà, exactement, c'est ma préoccupation. En fait, pour éviter la revente. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on va arriver un jour à uniformiser les prix de vente des produits? Moi, je crois. Quand vous allez à Yerevan, par exemple, je parlais d'une quand vous allez à Yerevan, non, je comprends. Oui. C'est le cadre définit même le prix. Vous pouvez prendre. Ah non, justement, ici, c'est des marchés publics. Écoutez ce que je veux dire. Ça dit que le cadre définit forcément le prix qu'on fixe pour les produits. Vous comprenez un peu? Maintenant, même si ça est de marché public, il n'y a pas un système pour niveler le niveau de vie des citoyens. Ce que moi je voudrais recommander, en tout cas dire, l'État a les moyens de contrôler. L'État peut quand même y mettre de la main, non seulement pour contrôler, mais pour organiser le système de sorte que les gens aient toujours le pouvoir d'acheter où ils veulent. C'est ça le... De toute façon, si le prix est élevé, les gens vont déserter ces beaux marchés pour aller vers les marchés traditionnels. Quand il aura mes ventes, c'est que le marché disparaît. Voilà, justement, je comprends. Aucun marché ne disparaîtra. Dans les prochaines semaines, on fera bien le constat. Il nous reste quelques minutes, donc on va faire un tour de table sur la victoire. Je ne vais pas vous en priver. Sur les 2 victoires de Guépard, je vais commencer par Nicolas Sokoté. Sokoté, je vous donne la parole. Non, je félicite nos guépards. Je suis très content de leur comportement. Oui. Au fait, je retrouve une équipe qui véritablement a montré qu'on pouvait compter sur eux. Avec des joueurs qui ont montré qu'on pouvait compter sur eux. Et j'ai retrouvé pour une première fois une équipe béninoise qui, ma foi, a mouillé véritablement le maillot comme cela se doit, surtout face au Nigeria où ils ont été menés et revenir au score et aggraver le score comme ils l'ont fait. Je pense que c'est à leur actif et bravo à nos ambassadeurs. Je pense que il faudrait désormais penser à ce que ça soit de façon perpétuelle. Parce que notre rôle ne vient que de commencer alors ce qui s'est fixé au départ comme objectif, à savoir la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Vous n'oubliez personne? Non. Personne, non? Vous n'oubliez personne. Bon, d'accord. Je me réjouis que... Je félicite la Fédération béninoise de football qui a fait un travail important. Et cette fois-ci, je crois que le ministère aussi a joué pour quelque chose, à savoir le fait qu'on ait pu ramener à en tout cas, proche des joueurs, les anciennes gloires du football béninois. Parce que ça, c'est très important dans nos pays. Donc, ils ont bien travaillé. Ils ont fait leur travail. Oui. Je me réjouis de ce que... Ils ont bien fait leur travail. De ce que la dernière analyse qu'on a eu à faire du football béninois avec M. Kitty, moi j'ai trouvé qu'il y avait de l'espoir contre le Nigeria. Et finalement, ils ont confirmé mes choses-là. Et ce que j'ai trouvé dans ça, c'est que actuellement, l'équipe nationale a retrouvé le flair de la gagne. Le flair de la gagne. On voit ça dans leur jeu. Et je crois que la réédition de cette volonté de gagner, ça va permettre de s'installer dans un cycle de victoire. Justement. Oui, dans la poule C, le Bénin se retrouve en 3e position avec 7 points. Cette belle performance est le résultat des 2 matchs joués pendant la fenêtre internationale contre les champions de 2021 et les champions de 2023, c'est-à-dire le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je remercie Gernot Rohr pour avoir initié cela, parce que pour être fort, il faut jouer avec les forts. Pour être grand, il faut jouer avec les grands. Le match test, c'était contre les Amavubi du Rwanda. Et le match de référence pour montrer véritablement toute la percée, toute la progression de l'équipe nationale des Guépards a été contre les Super Eagles. Je vous rappelle qu'avant ce match, sur 6 confrontations, le Bénin n'a engagé qu'une seule victoire contre 5 pour les Super Eagles. Et là, ils sont en train d'inverser la tendance. Ils ont montré aux Nigérians que la volonté, la combativité, la détermination peuvent véritablement faire bouger les montagnes. Et là, on l'a fait. Félicitations à notre 11 national. Félicitations au staff technique. Félicitations à la fédération. Félicitations à tout le mouvement sportif qui s'est mobilisé autour et sur les anciennes gloires. Vraiment, ça force l'admiration. Et on est fiers d'être béninois en suivant ce match-là. 28e minute de jeu, on a été
marqué 38e minute de jeu, non 37e minute de jeu. On a égalisé. Et puis il a suffi ce corner de Jodel Dossou. Bon, pour faire la différence et le but est arrivé. S'il vous plaît, je suis très dithyrambique de cette performance historique de notre équipe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci à vous les gars. Au moins vous le faites, certains ne le font pas sur ce plateau. Il faut ajouter que depuis 60 ans, c'est la première fois que le Bénin a gagné le Nigeria. Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. La première fois, c'était en 2017. Et c'était notre équipe A prime dans une compétition. Voilà. Mais c'est l'équipe nationale d'une manière ou d'une autre. Ça compte pour les statistiques. La compétition internationale là. Mais vous n'allez pas faire retomber la bonne ambiance. Merci, on va s'en arrêter là. Et je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie, vous n'êtes pas journaliste sportif. Et ça se voit que vous n'avez pas toutes les statistiques. Nicolas Sopeter également, journaliste et enseignant de philosophie. Et le journaliste sportif et enseignant d'allemand qui a très précisément décrit les prouesses de notre équipe nationale. Merci à vous. Et nous en serons reconnaissants. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On s'en arrête là pour aujourd'hui, pour cette semaine. On se donne rendez-vous dimanche pour dimanche. C'est politique de 9h à 14h30. Vous pouvez retrouver toutefois nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, et continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin, Télé avec vous pour vous. Et donc, la seule chose sur ce qui fait mal aux dames là maintenant,